Ce mot nous emmène ici, sur l'île de Bornéo. Hutan, un mot qui veut dire forêt en malais. Cette forêt longe la rivière Kinabatangan dans l'état de Sabah, tout proche de l'équateur. C'est une forêt secondaire, maintes fois exploitée, où persistent peu de traces de son état originel. Une forêt morcelée, aujourd'hui coincée entre villages et plantations de palmiers à huile. Malgré tout, c'est un lieu incroyablement riche en faune sauvage. En compagnie de Sadine et Bam, nous entrons dans ce monde animal encore préservé. L'orang-outan en est un des symboles. Cette espèce est cantonnée aux îles de Bornéo et de Sumatra. La population d'orang-outan est aujourd'hui estimée à moins de 50 000 individus. 1 millier d'entre eux, tel ce grand mâle, vivent le long de la rivière Kinabatangan. Depuis 1998, les communautés villageoises s'impliquent ici dans un vrai projet de conservation des animaux de la forêt. C'est jour de marché à Sukao, et aussi jour de la fête nationale de l'indépendance, Merdeka en malais. Isabelle est primatologue. Marc est vétérinaire, spécialisé dans la faune sauvage. Tous deux sont à l'origine du projet de conservation des orang-outans de la Kinabatangan, le KOCP. Ils travaillent de concert avec 35 villageois, originaires de Sukao et des alentours. Tous ont acquis une formation scientifique au KOCP et lors de stages en Malaisie ou à l'étranger. Le premier objectif du projet, c'est la recherche. La recherche sur l'écologie des orang-outans en forêt secondaire. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que la recherche, c'est intéressant, c'est bien, mais clairement, ça ne suffit pas. Et que si on veut vraiment protéger les populations d'orang-outans dans la Kinabatangan et partout ailleurs, il y a des tas d'autres choses qu'il faut faire, et notamment la sensibilisation, l'aspect d'application de la loi, de protéger la forêt, de réhabiliter la forêt dégradée en replantant de nouveaux arbres, et surtout travailler avec les gens qui vivent ici. Tant que les gens qui vivent à côté des orang-outans ne soutiennent pas l'idée de conservation de la faune sauvage et des orang-outans en particulier, ça ne peut pas marcher. Okay. So, yeah, this is our nursery. Actually, we already started this nursery since 2000, year 2000. And our objective that time is we just want to study the rules of orangutans in the forest regeneration process. And now our objective is a bit changed. Now we just try to produce seedling for restoration program along the Kinabatangan. And all of these seedling are eaten by orangutan. We want to, all the local people understand there is a important this seedling. We plant them to the forest for our generation and also for the future generation. Tout ce qui est consommé par les orang-outans est collecté. Feuilles, fruits, écorces, insectes. Asri les identifie et les archive. Cette collection est complétée au fur et à mesure par de nouveaux échantillons prélevés sur le terrain. Tous les jours, sur une zone d'étude de 6 km², les équipes partent à la recherche de nouveaux indices. Là, ils observent le cycle de floraison et de fructification des arbres. Leur objectif est de recenser la nourriture disponible tout au long de l'année. Dans cette zone,
vivent 28 orangs-outans sauvages. Les études que nous menons ici sont d'essayer de comprendre si les orang-outans arrivent à survivre dans des forêts dégradées, dans des forêts qui ont été exploitées par le passé, comment ils arrivent à survivre, dans quelles limites ils peuvent s'adapter à un changement de milieu, puisque de façon naturelle, les orang-outans vivent dans une forêt de diptérocarpe primaire, où les arbres sont beaucoup plus hauts, où la composition de la forêt est différente. Et donc, quand nous avons commencé le projet il y a 6 ans, nous voulions savoir si les orang-outans étaient capables de s'adapter à la dégradation de leur milieu. Les observateurs ont pu constater que les forêts secondaires sont plus riches en fruits que les forêts primaires. This one unripe fruits of Scrodocarpus funensis. Orangutan, yeah, like this. So this is the maranchi trees. Was eaten by orangutans. It's very good. No poisons. Yes. And they just eat the ripe fruits, not the unripe fruits. Nous avons déjà identifié plus de 300 espèces de plantes consommées par les animaux, ce qui est énorme comparé à d'autres sites où les animaux sont beaucoup plus sélectifs dans leur choix alimentaire. Ce qui montre qu'en fait, les orang-outans qui vivent dans ces forêts de la Kinabatangan dégradées ont été capables de s'adapter, de trouver de nouvelles sources de nourriture. L'étude révèle ainsi que dans cette forêt secondaire, les orang-outans consacrent 1/3 de temps en moins à chercher leur nourriture que dans les forêts primaires. Ils ont plus de temps pour jouer et pour dormir. Quand l'après-midi touche à sa fin, l'orang-outan se construit un nid de branchage où il passera la nuit. L'emplacement, la distance entre les nids, indiquent le parcours des orang-outans dans la forêt, leur niveau de sociabilité, leur densité. En temps normal, dans le milieu sauvage, les orang-outans se laissent difficilement approcher. Ici, ils se sont peu à peu habitués à la présence discrète des observateurs. Now we observe the orangutan. We call Jenny. They have a baby. And in the morning, around 6:30, we can hear the long call from the male, big male. Yeah. Le long call est ce cri poussé par le mâle dominant pour marquer son territoire. Il faut savoir que dans l'espèce orang-outan, nous avons 2 formes de mâles différentes. Une forme de mâle adulte qui est très large, très grosse, qui fait 2 fois la taille de la femelle, qui a des grosses joues et qui pousse ce qu'on appelle le long call, qui eux sont territoriaux, participent à la reproduction. On a aussi une autre forme de mâle, beaucoup plus petite, qui est en fait similaire aux femelles, qui ne développent jamais les grosses joues, qui ne poussent pas le long call et qui ne sont pas territoriaux. Ces mâles qui sont beaucoup plus opportunistes que les gros mâles participent aussi à la reproduction et sont venus se réfugier dans les zones de forêt qui étaient laissées le long de la rivière. Cet afflux de mâles dans un territoire limité perturbe l'équilibre naturel entre les sexes. À terme, il risque de renforcer la consanguinité déjà favorisée par le morcellement de la forêt. Ces années de données ont permis de mieux cerner certains des comportements de ces grands singes. Elles ont confirmé que, contrairement aux idées reçues, l'orang-outan pouvait survivre à la disparition de la forêt primaire et s'adapter à la forêt secondaire, à condition toutefois que leur nouvel habitat soit respecté. C'est là que l'implication des communautés villageoises est essentielle. Sensibilisée, la communauté a pris conscience de la richesse que représente cette faune sauvage. Dans ce sens, elle a développé différentes initiatives d'écotourisme, prenant le contre-pied du tourisme de masse proposé par les tour opérateurs. Ainsi,
12 maisons d'accueil se sont déjà ouvertes dans le village de Sukao. Pelancu nga pasod masob sa luar negara maupun tempatan ka mbak-mbak jak koi seluruh dunia masob cerubia kita semua homestay kita terutama sekali mengata binatang kita alam semula jadi kita tradisi kita dekal homestay selama-lama. There is two integrating the wildlife and habitat, conservation of wildlife habitat, especially for the orangutan, and socio-economic development for local communities. So these two ways that at the same time can link each other, can integrate each other, because from the awareness the visitor get when they visit the orangutan, from the planting of trees in the forest, at the same time they can help the conservation effort here in Sukao, Kinabatangan. At the same time they give some money for paying the accommodation, so at the same time the local people get some benefit in terms of money or talking with them, exposure with the other visitors. So I think it's win-win situation. La nuit, les membres du KOCP deviennent éco-gardes. Ils sont assermentés par le gouvernement malaisien pour effectuer des contrôles et lutter contre le braconnage et la coupe illégale des arbres. Dan perbezaan yang ketara di sini apa yang kita nampak setelah wujudnya wadan di kampung ini ataupun di kawasan ini, aktiviti pemburuan yang kerap berlaku pada masa dulu pada masa ini agak berkurangan disebabkan kehadiran kita dan membantu membuat pemantauan seterusnya menguatkuasakan undang-undang di kawasan ini. Le prix à payer pour un orang-outan braconné est de 5 ans d'emprisonnement et 50 000 ringgit, soit plus de 10 000 euros. Les éléphants sont là, parfois pour plusieurs jours. La cohabitation entre les hommes et la faune sauvage peut être difficile. Lors de leur migration, les éléphants traversent les plantations. Les dégâts sont alors considérables. Se souvenant des pétards de leur enfance, l'équipe de prévention a développé ces espèces de canons à acétylène qui éloignent les éléphants sans faire de mal. Adapun macam kawasan sini kan dia macam dulunya bekas dia punya home range, bekas laluan utamanya dululah. Sekarang dia sudah kena develop di sini. C'est une forêt très riche, parce que le sol est très riche. C'est une forêt qui est très fragmentée aussi, car l'agriculture, le développement agricole a fait que la majorité de ces zones forestières ont été remplacées par du palmier à huile. Donc nous sommes là dans le dernier corridor de forêt qui relie les mangroves
de la côte, avec les forêts qu'on trouve plus à l'intérieur dans les montagnes. Et donc c'est un corridor essentiel pour la faune sauvage qui l'utilise toujours pour bouger des zones en amont pour aller jusque dans les mangroves. Il y a un groupe qui reste quasiment tout le temps entre Abay et Sukao et qui fait l'aller-retour. Il y a un autre groupe qui est entre Sukao et le village de Bilit ici, qui aussi fait l'aller-retour entre ces deux villages. Donc à chaque fois qu'ils croisent un village, il y a des problèmes. Les éléphants, lors de leur trajet, rentrent dans ces plantations et détruisent les palmiers. Donc c'est vraiment tous les mois que ça arrive. Et donc il y a 8 villageois qui sont venus nous trouver et qui nous ont proposé de leur avancer, de faire un système de prêt où on leur avance de quoi acheter une barrière électrique, on les aide au niveau technique pour installer cette barrière aussi. Et eux, grâce aux bénéfices, enfin aux pertes qu'ils n'ont pas, donc aux bénéfices qu'ils font, remboursent petit à petit, mois par mois, le coût de la barrière. Au bout d'un an, ils ont fini de rembourser le coût total et elle est à eux. Il bouge pas. C'est des éléphants qui sont plus petits que ceux d'Asie péninsulaire. Et depuis peu, on sait que c'est une nouvelle sous-espèce. Pendant longtemps, on a cru que c'était des éléphants qui avaient été importés pour travailler dans les compagnies forestières. En fait, il se trouve que non, c'est une sous-espèce très, très particulière, donc endémique à Bornéo. Et à Bornéo, on les trouve principalement à Sabah, en fait. Il y en a très très peu qui sont dans le nord du Kalimantan. Donc sur la Kinabatangan, on en a environ 120. Allez, viens, allez, là. Attention à toi. Attention. C'est bon. Les besoins des éléphants sont un peu différents des besoins des orang-outans puisque la nourriture est différente. Les orang-outans ont vraiment besoin d'un couvert forestier pour survivre. Les éléphants, eux, ont besoin de zones ouvertes où on trouve de l'herbe. Donc il y a aussi une sorte de, on pourrait dire, de compétition entre les deux espèces parce que leurs besoins sont quasiment opposés. Donc pour la Kinabatangan, un des challenges, des challenges, c'est de faire en sorte qu'on ait assez de couverts forestiers pour les orang-outans, tout en ayant à la fois des zones ouvertes, où des animaux comme les éléphants pourront trouver à se nourrir. En général, quand les éléphants arrivent dans une zone où on a des orang-outans, les orang-outans restent très tranquilles, sont très difficiles à trouver, ou alors ils quittent la zone. La raison est simple, c'est que des éléphants dans une forêt, ça secoue les arbres, ça arrache les arbres, ça mange les écorces, ça tire sur les lianes. Et j'imagine que, étant un orang-outan en haut d'un arbre et se faire secouer par des éléphants en bas, ça doit pas être très agréable. Donc en fait, là actuellement, dans les éléphants sur cette zone, c'est sûr, les orang-outans, ils sont partis un peu plus loin.
Mais dès que les éléphants quittent la zone, les orang-outans reviennent. Payo est pêcheur. Le projet de préservation l'a amené à changer sa technique de pêche. Le jour où les éco-gardes de Souka ont rencontré Payo dans la forêt en train de couper un arbre pour prendre l'écorce et fabriquer ses pièges, il a expliqué très clairement aux éco-gardes que c'était une activité traditionnelle, qu'il avait besoin de cette écorce pour pêcher et pour faire vivre sa famille. Donc on lui a expliqué que les arbres étaient protégés, qu'ils faisaient partie du sanctuaire, donc c'était un problème apparemment insoluble. Et on a eu l'idée de commencer ce projet de piège à poissons en plastique. Aujourd'hui, Payo a pêché 3 poissons patates, dont un de belle taille. Une bonne prise qu'il peut revendre jusqu'à 30 ringgit le kilo, soit près de 7 €. Il semblerait que la nasse en plastique fasse ses preuves. Andai, kalau pasal andai. Sarap masuk Sama suagu kedua tahan terbaik. dan sendiang warum bantu juga. Warim bantu dukun. Payo nous dira aussi que la rivière est polluée par les pesticides des plantations de palmiers et que les poissons se font rares. Les éléphants se sont éloignés. L'équipe peut retourner sur le site d'observation. Nous retrouvons Jenny et son fils âgé de 6 ans. Le lien qui unit la mère et son enfant est très fort. Il va tout apprendre d'elle. Comment grimper aux arbres, comment trouver sa nourriture, comment construire un nid. Vers 7-8 ans, une fois son apprentissage terminé, le jeune mâle quittera sa mère. Elle pourra alors redevenir féconde. Durant ses 40 années d'existence, la femelle orang-outan n'a que 4 à 5 petits, un cycle lent qui fragilise l'espèce. Le jeune mâle devra alors conquérir un nouveau territoire et s'adapter au peu d'espace que lui laissent les hommes. Leur système social est un peu différent de ce qui a été étudié en forêt primaire, c'est-à-dire qu'ici ils sont beaucoup plus sociaux que dans d'autres sites que nous trouvons en Indonésie par exemple. Et nous avons des densités assez fortes d'orang-outans dans ces sites d'études, et les animaux en fait, il nous arrive de temps en temps d'en voir plusieurs ensemble sans qu'il y ait forcément de conflit, ce qui est une chose assez remarquable pour cette espèce. Quand on veut conserver une espèce, ça dépend déjà de la biologie de l'espèce en question, ça dépend de l'habitat où on trouve l'espèce, ça dépend du cas de figure. Il n'y a pas une façon pour conserver les espèces animales, il y a autant de façons différentes qu'il y a d'espèces et qu'il y a de situations. Et de toute façon, préserver une espèce comme l'orang-outan qui a un très long cycle de vie ne peut pas se faire en 5-6 ans, ce sera un projet qui va se faire sur des dizaines et des dizaines d'années. Et donc là, on est juste au tout début. Les projets de tourisme, maintenant c'est bien lancé, nous on s'en va, ça continuera de toute façon. Le programme de campagne de propreté, de gestion des déchets dans le village, ça fonctionne de la même façon. Les programmes avec les barrières électriques, au bout du projet, ça appartient aux villageois eux-mêmes. I hope for the long-term research here. Of course, I hope for the
long term, not just for the research, long term, especially for the orangutan. Yeah, long term survival in the wild. Yeah, so it's mean I hope for the government to protect our forest here.